Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Sayouba Traoré, journaliste et écrivain, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bito. Et tout de suite dans l'actualité économique au Tchad, les banques commerciales traversent une situation délicate. Depuis la baisse du prix du baril de pétrole, leur rentabilité a été durement affectée. Elles font également face à un grave manque de liquidité. Idemir Balbissou. Les difficultés économiques du Tchad placent les banques commerciales du pays en situation inconfortable. Selon la Commission bancaire d'Afrique centrale, COBAC, la rentabilité des banques opérant au Tchad a connu une chute considérable entre 2010 et 2015. Le rendement sur les actifs est ainsi passé de 3,2% en 2010 à 1,6% à la fin 2015. En ce qui concerne les rendements sur les capitaux, ils ont suivi la même tendance baissière, passant de 32% en 2010 à seulement 13,1% en 2015. Selon des experts en économie, plusieurs facteurs expliquent cet assèchement de liquidité au niveau des entreprises bancaires. L'activité économique tourne au ralenti et les banques sont parmi les premiers acteurs à faciliter le système avec la liquidité. Et il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, surtout ceux du secteur public. Et donc, tout ce phénomène a fait qu'aujourd'hui, les banques sont en difficulté. L'absence de liquidité donne du fil à retordre au secteur bancaire, notamment avec les pertes d'emplois massifs, des arriérés de salaire, ce qui entraîne entre autres le retard dans les remboursements des crédits. L'enveloppe globale des prêts accordés à l'économie par les banques commerciales représentait 9,9% en 2010 contre 16,5% en 2015. L'autre indicateur inquiétant est le fait que la capacité des banques à provisionner ces risques de défaut s'est aussi dégradé, passant d'un taux de provisionnement de 81% en 2010 à seulement 56,1% à la fin 2015. Pour assainir l'économie, les observateurs estiment que le premier défi serait la réduction des dépenses publiques. Pour revenir, pour corriger ces difficultés, il faudrait revoir les dépenses publiques, surtout les institutions universitaires ou institutions administratives qui n'apportent pas grand-chose. On peut, par exemple, fusionner les universités, on peut réduire même la taille de notre armée. Pourquoi pas? Parce que le Tchad n'a pas la capacité économique. L'armée et l'économie, c'est deux choses qui vont ensemble. En 2015, la situation économique s'est considérablement dégradée au Tchad. En 2017, le pays continue de faire face à des défis économiques importants. À noter que le Tchad s'est engagé sur d'importantes dépenses dans les infrastructures lorsqu'il a connu le boom pétrolier. Mais entre 2014 et 2016, les prix du pétrole ont reculé de plus de la moitié, impactant ainsi négativement les revenus budgétaires et devises du pays. Jean-Marie, ce manque de liquidité des banques tchadiennes, il est directement lié à la baisse du prix du baril de pétrole? Il est directement lié à la baisse du prix du baril de pétrole, ça va de soi. Aujourd'hui, Fanny, toutes les économies pétrolières souffrent, comment on dirait, de l'environnement économique mondial. Dès l'instant que vous avez un pays comme le Tchad, qui n'a pas eu d'autres productions, si vous voulez, performantes à côté, dès que les fluctuations du baril du pétrole se manifeste sur le marché international, obligatoirement, ça touche, comment dirais-je, nos économies de plein fouet, tout simplement. J'adjoindrai, si vous voulez, mon point de vue sur autre chose. Tous ces derniers jours, on est en train de voir des gens qui sont en train de... Pas mal d'Africains qui se lèvent contre le franc CFA. Le franc CFA, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, je vous prends un exemple. Là, on va nous dire que c'est de l'ordre du privé, mais c'est de la COBAC qui parle. Ça voudrait dire quoi? Vous avez un pays comme le Tchad qui se trouve dans des difficultés comme celle-là, alors que vous avez 50% de ses recettes, si vous voulez, qui sont gérées à l'extérieur par le Trésor français. Donc, vous avez tous ces derniers temps-ci, ces manifestations-là, qui font en sorte que, quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, si le Tchad avait eu, si vous voulez, à sa disposition ces ressources-là, peut-être qu'elle aurait eu les capacités de pouvoir amortir le choc lié aux fluctuations du prix du baril du pétrole sur le marché et maintenant pouvoir savoir sur quel secteur pouvoir affecter au maximum les ressources disponibles. Mais malheureusement, les économies africaines n'ont pas, en particulier, je parle du Tchad là, parce que j'ai été sur le plateau ici, là, la semaine dernière, où il y a eu le sommet de la CEMAC que le président Paul Biya a convoqué. Tout simplement pourquoi? Parce que l'environnement économique est atone dans la zone, tout simplement pourquoi? Parce que les stratégies économiques qui sont mises en place, qui en amont sont bridées, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une partie des recettes de ces États-là qui sont
comment dirais-je, géré par le Trésor public français. Est-ce que l'État du Tchad aujourd'hui, il peut se retrouver en faillite? L'État du Tchad, c'est tout à fait possible que l'État du Tchad se retrouve en faillite. Dès l'instant que vous avez, on parle toujours de la dépendance pétrolière. Cette dépendance pétrolière-là fait en sorte que c'est elle qui amène les ressources dans le pays. Et dès l'instant que vous avez pratiquement les recettes d'exportation d'un pays comme le Tchad concernant le pétrole qui sont divisées par deux, vous créez des problèmes, vous créez des tensions sectorielles qui sont énormes. Et en ce moment-là, que faut-il? Il faudrait que l'environnement international, c'est-à-dire s'améliore. Et cette amélioration-là, je ne pense pas que nous sommes prêts de l'avoir. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez une concurrence sur ce produit-là, le pétrole. J'ai dit toujours une chose sur ce plateau, les pays africains qui dépendent du pétrole doivent se tourner ostensiblement vers autre chose. Tout simplement pourquoi? Parce que la consommation pétrolière va être amenée à baisser dans le monde entier, qu'on le veuille ou pas. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez des voitures électriques, vous avez tout ce qui s'ensuit. Il ne restera plus que la consommation des usines en tant que telle. Et si vous enlevez la voiture, ça fait énormément de manque à gagner. Merci. Dans l'actualité également, Djibouti a inauguré ce mardi une nouvelle ligne de chemin de fer. Cette voie ferrée de 752 km est considérée comme une révolution des transports entre Djibouti et son voisin éthiopien. L'entrée en fonctionnement des services réguliers de transport et de marchandises est attendue sous peu. Birama Sonera. À Djibouti, la nouvelle voie ferrée de 753 km entre Addis Abeba et Djibouti a été inaugurée le mardi 10 janvier 2017. Il s'agit de la première voie ferrée électrique du continent africain. La première étape de l'inauguration a eu lieu dans la capitale éthiopienne le 5 octobre 2016. Financée à hauteur de 4 milliards de dollars, cette nouvelle ligne permettra de développer l'économie djiboutienne et fructifier les échanges avec ses voisins. Ce réseau ferré est un plus pour montrer la place de Djibouti pour le commerce éthiopien. Nous bénéficierons toujours d'un avantage et nous devons utiliser tous les voies et moyens pour pouvoir capitaliser et rentabiliser notre positionnement stratégique. Ce n'est pas l'Éthiopie que nous visons aussi effectivement le Sud-Soudan à partir du moment où il se stabilisera, mais aussi d'autres régions après l'Éthiopie. C'est de servir Djibouti comme axe pour permettre non seulement à l'Éthiopie, le Sud-Soudan, mais l'ensemble des pays au-delà de l'Éthiopie de pouvoir utiliser les ports de Djibouti. Et donc la route, les chemins de fer sont complémentaires et vont permettre d'améliorer notre couloir djiboutien. Sortie des terres après 4 ans de travaux confiés à un consortium chinois, la ligne ferroviaire va permettre de relier le port de Djibouti entre 8h et 12h à partir de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Avec une vitesse maximale de 90 km par heure, les convois de marchandises pourront charger jusqu'à 3500 tonnes. Les trains des passagers pourront également rouler jusqu'à 120 km par heure et transporter environ 3700 personnes. Compte tenu de l'augmentation du trafic éthiopien, en termes d'exportation ou d'importation, cette ligne ferroviaire va essayer de désengorger l'axe routier parce qu'il y a des axes pour approvisionner l'Éthiopie par la frontière par Galilée et par Galafi. Ça va essayer de désengorger parce qu'il y a à peu près 1000 à 1500 camions qui vont acheminer donc aller-retour pour transporter les marchandises éthiopiennes. Et compte tenu de l'augmentation du trafic éthiopien, actuellement il est à peu près à 8 millions de tonnages métriques. Dans 10 ans, le trafic va être multiplié par 2. Dans 20 ans, il va être multiplié par 5. Donc cet axe ferroviaire sera un complément et ça permettra de désengorger nos routes. L'entrée en fonction des services réguliers de transport de marchandises et des passagers n'est pas encore connue. Mais selon les observateurs, elle interviendra sous peu. Entièrement électrifiée et respectueuse de l'environnement, cette voie ferrée remplacera également l'ancienne ligne Addis Abeba-Djibouti. Oui. Sayouba Traoré, que vous inspire cette nouvelle ligne de chemin de fer? Moi, ça m'évoque quand même des souvenirs parce qu'au Mali, il y a eu des épisodes avec le collectif Kossidiraï que j'ai soutenu à un moment donné, quand le train a été privatisé. Parce que le train, c'est pas que de la marchandise du port à la capitale. C'est-à-dire que tout au long du rail que vous voyez, il y a toute une économie villageoise qui se fait autour de ce rail-là. Et ça fait que quand le train est en panne, il y a beaucoup d'économies informelles au niveau des villages qui ont des problèmes. Et ça jaillit évidemment sur la vie des familles, les économies des familles. Et moi, c'est ce volet-là qui m'intéresse. Deuxième volet, le Burkina Faso est un pays enclavé qui a des frontières avec 6 pays, du Mali, du Niger. On voit l'importance du rail.
Et dernièrement, au niveau du Boaké, je crois, il y a eu un pont qui s'est effondré et le rail burkinabé avait des problèmes avec... l'économie a failli étouffer. Parce que où vous avez le rail ou le camion. Voilà. Et ça, c'est vraiment un facteur très important. Malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, moi je n'accable pas nos gouvernements parce que dans nos pays, tout est prioritaire. Jean-Marie, alors justement, ce projet, enfin en tout cas cette nouvelle ligne de chemin de fer est destinée, on le dit, à désenclaver le vaste marché éthiopien. Mais quels peuvent être les avantages pour Djibouti, rapidement? Les avantages pour Djibouti, si vous voulez, bon, c'est un pays que je loue toujours parce que c'est un pays qui a accédé très récemment à l'indépendance. Et quand vous voyez les performances économiques de Djibouti, vous prenez, si vous voulez, depuis que le président Guédé est en place, vous regardez la croissance économique de Djibouti, c'est une croissance économique qui est positive, de manière permanente. Et là, vous avez, c'est-à-dire une occasion en or pour Djibouti de pouvoir mettre en place des stratégies fines, comment dirais-je, économiques qui permettent, comme le disait notre invité là tout à l'heure, de pouvoir installer, comment dirais-je, toute l'économie qui est liée à ce rail-là. Le rail, c'est-à-dire, a pour fonction de pouvoir désenclaver. Quand on parle chez nous, du rail. Le rail est très important. Très important tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il permet de transporter des quantités de marchandises énormes. Donc je pense que pour Djibouti, c'est-à-dire le challenge maintenant reste de mettre en place des stratégies économiques très fines pour pouvoir optimiser toutes ces opportunités. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, le blanchiment d'argent aurait concerné 19 milliards de francs CFA au Cameroun en 2015, dont 11 milliards auraient servi à financer des activités terroristes sur le territoire national. C'est ce que vient de révéler la CONAC, la Commission nationale anticorruption. Jean-Marie, votre sentiment sur ce chiffre? Ce chiffre-là, c'est malheureux parce que vous avez de l'argent qui aurait pu servir au développement du pays. Cet argent-là, vous me direz, les gens qui mettent ces fonds-là, c'est-à-dire ont un profit à tirer quelque part. Mais c'est désolant pour l'économie camerounaise que vous voyez que autant de sommes, de ces montants-là qui passent par... comment dirais-je, par les circuits informels, ne servent pas véritablement au financement de l'économie camerounaise en tant que telle. Et que vous ayez là-dessus des Camerounais qui se mettent à aller blanchir leur argent auprès de quoi? Auprès des actes que j'appelle des actes criminels et terroristes pour l'économie. De mon point de vue, c'est-à-dire, c'est un crime, c'est-à-dire suprême par rapport à l'État camerounais, que vous ayez, que ce soit des Camerounais, que vous ayez des apports extérieurs qui viennent blanchir de l'argent pour pouvoir déstabiliser l'économie camerounaise, ça me semble vraiment être un crime qui est impardonnable. Quelle que soit l'origine de ces fonds-là, que l'origine soit camerounaise, qu'elle soit extérieure, je pense que là-dessus, l'État devrait être complètement virulent, ne pas accorder, si vous voulez, de circonstances atténuantes à qui que ce soit, parce que ces gens-là contribuent à déstabiliser tout un pays, à mettre des populations dans des conditions inacceptables, alors que le pays est plein de potentiel. Donc ce que je souhaite là-dessus, c'est que l'État prenne ce problème-là vraiment à bras le corps et que les responsables soient durablement punis là-dessus. Alors Sayouba Traoré, est-ce que ça veut dire aussi que la répression finalement est tarde à se mettre en place? Mais moi, j'ai une curiosité, justement, quand je vois ce chiffre-là, ça, c'est un travail que je vais entreprendre dès demain. Je voudrais compiler et pays par pays les chiffres du blanchiment pour voir au final qu'est-ce que ça fait au niveau continental, parce que c'est effrayant. Excusez-moi, moi, je vais prendre une parabole biblique. Jésus disait que celui qui a deux talents et qui donne un talent donne plus que celui qui a 100 et qui donne 1. Dans nos pays, quand on arrive à blanchir 19 milliards, au niveau et à l'échelle de nos pays, c'est plus que criminel, c'est inqualifiable. Imaginez le choc que ce déficit va créer au niveau social, au niveau médical, au niveau scolaire, le manque à gagner que ça fait. C'est tout simplement un crime contre le développement. On ne peut pas spéculer contre son propre pays. Mais oui. C'est quand même effrayant. Je ne sais même pas quel degré de punition il faut appliquer contre ces gens-là, parce que... C'est atteinte à la sécurité de l'État, tout simplement, comme on le dit généralement par rapport aux populations. Atteinte à la sécurité que je ne sais même pas quel degré de punition il faut. Parce que pour faire une chose pareille, il faut être quand même au-delà de l'humain, quoi. Et 11 milliards qui concernent uniquement le terrorisme.
Là, le financement du terrorisme. Sur 19 milliards, mais c'est énorme, c'est énorme, énorme, Fanny. ouais. Pour moi, c'est un crime contre le développement, c'est un crime contre, comment dirais-je, toute la nation camerounaise en tant que telle. budget national. Ça, c'est de la folie furieuse. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le 4e volet de cette semaine consacrée au patrimoine culturel africain. Sayouba Traoré, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et Jean-Marie, merci également. Merci Fanny, bonsoir à toutes nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, sans oublier les téléspectatrices d'Afrique. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.